Bienvenue à tous et à toutes à ce journal édition 62. La Unibank a ouvert ce vendredi sa succursale à Nazon, 6 ans après la destruction du bâtiment lors du séisme de janvier 2010. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du conseil d'administration de cette banque privée de la capitale et membres du secteur privé des affaires. La réouverture de cette succursale de Nazon répond à une demande sans cesse croissante des clients, a fait savoir le directeur général de la Unibank, Franck Mk. Alors, bienvenue à la cérémonie de réouverture de la succursale de Nazon, le 46e point de service du réseau de la Unibank. Je dis bien réouverture, car la Unibank avait déjà, le long de l'avenue Martin Luther King, une succursale qui fut inaugurée en juillet 2001, dont les opérations s'étaient brutalement arrêtées après 9 années de fonctionnement suite au séisme ravageur de 2010. Il a fallu donc attendre plus de 6 ans pour trouver un emplacement adéquat et un immeuble suffisamment spacieux pour que la Unibank se réimplante dans la zone afin de répondre aux attentes de notre nombreuse clientèle. Il y a donc 15 ans, en 2001, lors de l'ouverture de la succursale de Nazon, Unibank ne comptait que 160 000 clients dans tout son réseau. En référence au nom de l'avenue sur laquelle la succursale était située, j'évoquais, lors de l'inauguration à l'époque, cette formule célèbre du pasteur Martin Luther King, « I have a dream », formule prononcée lors d'un mémorable discours où il manifestait sa volonté et son espoir de connaître une Amérique fraternelle. Nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, nous caressions un rêve que nous tentons de réaliser quotidiennement par notre incessant labeur, notre foi en l'avenir et notre vision sociale, moderne et responsable. Voici donc le rêve qui progressivement devient réalité. En effet, ils sont maintenant plus de 875 000 clients qui ont fait le choix de la Unibank, qui nous font confiance et qui nous poussent à nous surpasser chaque jour davantage. À tous ces clients, la Unibank leur dit merci. C'est donc justement pour répondre à cette demande grandissante de sa clientèle que la Unibank, la première banque du système bancaire, la banque la mieux capitalisée, mais aussi la banque la plus moderne et la plus dynamique, a décidé de poursuivre son programme de déploiement de points de service et de réimplanter ici, à Nazon, une nouvelle succursale. De plus, elle innove, encore une fois, en y installant un guichet d'ATM qui sera accessible par nos clients 24 heures sur 24. La responsable de cette nouvelle succursale, Sophia Fanor, s'engage à faire de cette succursale un modèle en matière de service à la clientèle. Depuis sa création, la Unibank a toujours été un exemple, a-t-elle ajouté. Le 19 juillet 1993, il y a de cela 23 ans, la Unibank faisait son entrée sur le marché bancaire haïtien. Depuis, elle travaille inlassablement à faire briller ses étoiles dans le firmament du secteur bancaire haïtien. Elle renouvelle chaque jour sa promesse d'être une banque de proximité à travers la panoplie de services et produits de qualité qu'elle offre à ses milliers de clients territoriaux et d'outre-mer. Aujourd'hui encore, c'est avec ce même dévouement, cette même vision et cette même passion de servir sa clientèle que la Unibank a décidé de procéder à la réouverture de cette succursale de Nazon qui a été détruite par le séisme du 12 janvier 2010. Elle réitère ainsi son engagement auprès des anciens et futurs clients de cette succursale à continuer de créer et d'innover sa gamme de produits et de perfectionner la qualité de service qui leur est offerte. Aux membres du conseil d'administration, à la direction générale et aux responsables du réseau, je tiens à exprimer mon estime d'avoir été choisie en tant que directrice de cette succursale. J'affirme mon engagement à m'acquitter de cette tâche avec sérieux, compétence dans le respect des normes et principes de la banque, en anticipant déjà l'encadrement de la direction du réseau et en m'engageant de concert avec les collaborateurs de mon staff à faire de cette succursale une étoile filante de la Unibank et une réussite de la communauté dans cette zone. Le staff managérial de la succursale souhaite déjà la plus cordiale des bienvenues à nos futurs clients. Nous nous engageons à mettre à leur disposition notre savoir-faire et expertise pour leur assurer un service impeccable tout au long de cette expérience. C'est même côté nous praler, on fait route là ensemble à Unibank.
En moins de 25 ans, la Unibank a connu un développement spectaculaire, selon le président-directeur du conseil d'administration de cette banque, Carl Brown. En 23 ans, la Unibank est passée de 29 employés à 2000 aujourd'hui. C'est félicité Carl Brown, intervenant lors de l'inauguration de la 46e succursale de la banque. En moyenne, 30 000 Haïtiens fréquentent la Unibank quotidiennement, selon le PDG de la banque 5 étoiles. Le slogan nous dit c'est même côté nous aller, on fait route là ensemble. Et dans le contexte ça, la banque l'a dit, succursale Nazon qui est écrasée, malheureusement, époque et tremblement de terre, faut nous renouveler. Nous prenons pile temps pour nous joindre local ça, nouveau local ça, sur l'autre local, plus sécure, plus spacieux, qui fait honneur non seulement à la clientèle, mais qui fait honneur aussi à la Unibank, nous sommes capables de succursale là. Nous dit, nous avons fait investissement ça, même si nous avons l'autre investissement que nous planifions dans le futur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous n'avons pas perdu espoir. Nous n'avons pas perdu et l'idée positive que nous avons gagnée, nous avons créé Unibank. Et l'un de créé Unibank, nous avons 29 employés en la banque là. Nous 2000 aujourd'hui. Sous gros pas en avant, nous avons une succursale, place Geoffroy. Nous 46 points de vote aujourd'hui. L'année prochaine, nous avons dépassé 50. Parce que nous continuons à investir. Nous continuons à faire déploiement national. Nous introduisons Unibank de tous côtés et nous dit qu'avec Unibank de tous côtés, non seulement banque là de tous côtés, mais client banque de tous côtés. Et nous disons honneur. Nous faisons et étendre microcrédit national à crédit agricole de tous côtés dans le pays. Je dis, je suis très fier que Unibank, microcrédit, crédit agricole, Unicart, gagne 62 000 Haïtiens qui joignent crédit dans toutes les conditions. Depuis au crédit 5 000 gouttes, j'en ai le microcrédit, là pour là, ou bon crédit 5 millions de dollars, dépendamment de grosseur entreprise. Et plus, Unibank dit, la protéger des déposants, mais la fait crédit et la bail service à l'intérieur des succursales pour que tout le monde puisse joindre justement honneur ça que Unibank voulait dire tout le temps. Chaque jour, il y a 30 000 Haïtiens qui poussent porte Unibank. Sous choix, ce n'est pas obligation. Sous choix, il me toujours appelé collaborateur comme ça. Leur même honneur, il faut dire au respect. Et respect dans qui ça le chita, dans qualité de travail, dans qualité de service, dans qualité d'accueil pour bail. Ou traiter avec respect, là toujours songer que Unibank c'est la caille. Ou offrir toute qualité de service que le besoin. Crédit et carte de débit, carte de crédit, dépôt, retraite, tout service que banque la offrir, si vous offrez avec qualité et avec respect, moun la vini et l'abdou ici là c'est Kaipam. La directrice de la loterie de l'État haïtien, Margaret Fortuné, dénonce des menaces de mort dont elle serait l'objet de la part notamment des membres de la NTB qui, selon elle, ne voient pas de bon œil les changements qu'elle est en train d'opérer à la LEH dans la perspective de réguler le secteur du jeu de hasard. De ce fait, une correspondance a été adressée au ministre de la Justice et au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince afin que les personnes indexées puissent répondre aux faits qui leur sont reprochés. Suivons Margaret Fortuné. Loterie nationale a une loi de 28 mars 1958 qui est créée. Mais tout le monde connaît des autres crimes qui étaient fait dans ce secteur ça. Et en pile des autres tout, demandé que l'ancien président Avril te prend un décret pour te bailler M. Guillerme, M. Toto, M. Dalzon, il a crié deux prérogatives qui t'a supposé nommer l'État. Mais nous-mêmes, nous venons dire que là, nous regardons des décrets à NBB. En quel côté dans le décret, je ne vais pas dire pour nous vendre fiche, ni pas autorisation. Parce que nous sommes une association à but non lucratif. Nous sommes là pour c'est un syndicat, une association de gens qui mettent tête ensemble pour défendre le droit financier. Ça fait qu'il y a un droit et qu'il y a respecté.
mais même bac l'argent yo vle. La place l'État, moi dis yo bien sous gouvernance PAM ça pas jamais ka faire. C'est pour ça nous-mêmes nous faisons appel à la direction générale police pour sécuriser l'OTRIA, sécuriser l'État et employés et familles. Nous mettons devant l'opinion nationale et internationale pendant que l'OTRIA est toujours ouvert pour tenter parler avec. Quel type de menace monsieur? Oh, en plus de menace. Parce qu'on est là, ou bien mon yo là oui, ou bien mon qui te voyé mon dit on va pas dormir la caille non et que c'est eux même qui doivent ramasser comme en plus de menace. Et sous cas fait si nous avons fait un appel, l'OTRIA fait un pile maman, un pile papa, un pile famille crier. Nous dit faut ça suspendre. Nous voulons une belle jouette, faut jouer à la fête. Non, l'intérêt tout le monde, l'intérêt monde qui fait hasard yo, casino, kazek et gaguerre et boletio, mais l'intérêt pays. LEH nous avons l'autre vision, son l'autre pays, on l'autre loterie. On l'autre institution qui est là pour faire service à la population. Le service maritime et de navigation d'Haïti a organisé une conférence débat ce vendredi 23 septembre 2016 autour du thème « Les transports maritimes indispensables pour le monde ». À travers cette démarche, le directeur général du SEMANA, Éric Prévost Jr., entendait sensibiliser la population et les autorités du pays sur l'importance de ce secteur et les profits qui peuvent en découler. À l'occasion de la journée de la mer, dimanche 25 septembre, le directeur du SEMANA, Éric Prévost Jr., appelle les parlementaires au vote du budget afin de doter le SEMANA de moyens nécessaires pour son bon fonctionnement. Éric Prévost Jr. Nos activités comme ça, c'est pour nous garder nous-mêmes dans son maritime, dans qui est nous, comment nous-mêmes en Haïti, ça n'a qu'à le cabotage national là, pour nous garder nous, comment tout ça fait. Transport maritime commence à y l'autre côté, commence à y là nous et qui ça pour nous faire comme effort, soit pour nous moderniser le secteur maritime, soit pour nous et ça nous pas fait pour nous faire nous-mêmes dans ces bananes travail d'arracher pour nous faire pour nous jouer rôle nous qui c'est sécuriser la vie avec bien chaque monde qui a monté bateau et bien monde qui dans bateau yo et pour nous rassurer que bateau yo répond à tous critères nationaux et internationaux et pour nous garder tout et ensemble et le secteur maritime ça veut dire que environnement marin est-ce qu'il pas pollué, qui problème qui vient et tout ça qui c'est rôle SEMANA et comme nous dit que encore une fois sans le code maritime eh bien SEMANA a gagné les liés, il y a des bagages que nous pas faire, il y a des bagages que nous pas réaliser. Et bien c'est une raison tout nous inviter des jeunes pour comprendre, pour inciter les jeunes au métier de la mer, pour nous capables de faire comprendre parce que dans le secteur maritime en Haïti, nous avons pile carence de personnel qualifié. Nous croyons que l'important aujourd'hui pour nous inciter les jeunes à apprendre des métiers de la mer. C'est vrai que jusqu'à présent, SEMANA pour BT et camper Institut national de formation maritime pour être capable d'apprendre des métiers de la mer. Mais très bientôt, et nous travaillons sur ça, c'est un projet qui tient nous à cœur. Et nous croyons que aujourd'hui, c'est important et pour nous dire à tous les partenaires privés que le secteur maritime gagne en pile richesse et que l'important aujourd'hui pour venir exploiter, pour venir investir dans le secteur maritime, soit dans le transport moun avec bien, soit dans exploiter mine qui dans le sous-sol marin, soit pour permettre à ce que nous capables de pour décongestionner la ville de Port-au-Prince ou bien la voie terrestre là qui est généralement toujours embouteillée et par exemple on zone dans progresser merger, l'important aujourd'hui pour avoir un transport entre les organes mergés et à Port-au-Prince qui peut permettre à ce que moun fait moins de temps et dans zone ça dans route ça pour capable évacuer à occupation évacuer à ça va régler dans la capitale là dans Port-au-Prince. Présentation ce vendredi 23 septembre 2016 par la presse évangélique en partenariat avec l'Union évangélique baptiste d'Haïti d'une nouvelle version des Chants d'Espérance. Cette nouvelle édition est réalisée notamment pour marquer le bicentenaire du protestantisme en Haïti. Ce document a été revu et corrigé, de plus adapté en créole standardisé. Le nouveau recueil des Chants d'Espérance est gravé dans un coffret de 2 compacts disques, question de mieux faciliter l'adaptation, selon Nassès Brice, directeur de la presse évangélique. Bonne nouvelle que nous gagnons, c'est nouveau Chant d'Espérance que nous gagnons. Nécessité a été là, parce que l'organe des chants, il y a un peu de chants d'ailleurs, qu'on nous dit qu'il y a un peu de problème, là d'ailleurs, peut être corrigé.
Et ce les créoles qui viennent là-dedans sont créoles qui écrit depuis des années. Et même gens qui nous ont relaté là, il y a des gens qui à l'école, ils connaissent de façon standard, qui gens qui orthographe là, et puis les ouvrir sur l'expérience là, deviennent de l'autre façon. Et tout, il y a plus de fois qu'on a fait quelques comparaisons. Et ouvrage qui est créole qui n'est pas correct, et on toujours prend cette expérience là comme référence. Et dans ce sens-là, nous avons une nécessité pour que cette expérience-là, le travail a été fait là-dedans, parce que c'est image de toute communauté évangélique là, et son patrimoine lié pour toute communauté évangélique là. Et vous êtes capable de dire, là, tout le travail qui fait dans cette expérience-là, va le coûter 2 fois ou bien 3 fois, comme qu'il était avant, mais pour permettre à tout fidèle, tout le monde qui a chanté et qui voulait manger d'espérance, nous qui avons la même prière, c'est 525 euros. Et si c'est l'église même qui commandait cette espérance-là, et par son commande, la presse évangélique, eh bien, qu'on remise de 10% qui va joindre l'église là, c'est pour permettre un pile monde capable de gagner de cette espérance, de continuer à chanter, bon Dieu gloire. Une commission de révision et de correction a travaillé ardemment en vue de la publication de cette version des Chants d'Espérance, revue et corrigée. L'un des membres de la dite commission, Louis-Nez Volsi, a fait savoir que bon nombre de professeurs de la faculté linguistique appliquée ont participé à l'élaboration du document qui peut être soumis à l'Académie de la langue créole pour toute éventuelle suggestion. De son côté, le président du conseil d'administration de la presse évangélique, Guilbeault Saint-Cyr, met en garde les fraudeurs contre toute reproduction de l'œuvre revue et corrigée. Tour à tour, Louis-Nez Volsi et Guilbeault Saint-Cyr. Et puis, on a parlé des questions de langue dans le pays d'Haïti. Première référence là, c'est la faculté linguistique appliquée. L'Académie créole là, c'est une institution qui est tout neuf, qui fait paraître. Et encore, les gens qui ont travaillé là-dedans, c'est en pile là-dedans, c'est les gens qui sont formés dans la faculté linguistique appliquée. C'est-à-dire, ce n'est pas l'académie en tant qu'institution de l'État, mais la connaissance technique, là, en réalité, les gens qui ont une formation pour faire travail en réalité, c'est les gens qui ont une formation qui passe dans la faculté linguistique appliquée ou bien l'autre institution qui a travaillé dans le domaine. Donc, moi-même, je travaille dans la commission, pas en tant que membre académie, mais en tant que monde qui a une expertise dans le domaine. Et même certains gens qui travaillent dans l'académie ou bien responsables, qui prennent pour servir ou bien qui prennent connaissance de champ d'espérance, ils sont satisfaits du travail qu'ils réalisent. Deux appels que je voulais faire. Et première, c'est pour les principaux leaders du secteur, nous inviter à faire allégeance avec cet instrument, la nouvelle version de Chants d'Espérance qui est un patrimoine. Il y a une feuille d'allégeance qui est disponible dans la presse évangélique, dans 2 presses. C'est le cas de passer signer pour dire oui que vous êtes d'accord avec la nouvelle version ça et que vous-même vous engagez pour que vous faites tout ça reconnaître pour transmettre le patrimoine ça à l'autre génération pour venir. Deuxièmement, c'est aux fraudeurs, aux voleurs, aux pirateurs. Nous disons au camper, parce que ce n'est pas possible, parce que pour y voler ça, l'autre monde fait. Et dans le même temps, nous dit que les gens qui ont acheté la main, il ne faut pas encourager ça. Parce que si voleurs, les fraudeurs, par exemple, qui ont acheté la main, ils ont découragé, ils ont quitté le métier. Et que vous venez acheter effectivement dans la presse évangélique ou dans notre librairie associée, d'ailleurs, nous ne pouvons pas vendre cher, même pour 525 gouttes, et c'est de bonne qualité. Et nous mettons tout le monde aider nous à courir des fraudeurs. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Des boules de feu s'abattent sur Alep. Le silence de la trêve a été définitivement brisé. Des images amateurs qui témoignent de l'intensité des bombardements. La nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement meurtrière. À la levée du jour, les habitants constatent l'étendue des dégâts. Selon des sources médicales, une dizaine de personnes ont péri dans ces frappes sans précédent depuis des mois. Ce sont les quartiers est de l'ancienne capitale économique du pays, contrôlés par les rebelles, qui ont été ciblés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 raids ont visé à eux seuls 2 quartiers tenus par le Front du Levant, groupe né d'une scission avec le Front An-Nusra. L'ONU avait interrompu ses activités mardi après le bombardement meurtrier de l'un de ses convois. Ce jeudi, l'Organisation des Nations Unies a annoncé la reprise de l'aide humanitaire
vers la périphérie de Damas. Il n'y a pas une situation sécuritaire en Syrie, mais plusieurs. C'est un patchwork de zones sécurisées et insécurisées à différents niveaux. C'est un patchwork d'acteurs multiples, de groupes armés, et nous devons prendre tout cela en considération et évaluer les choses au cas par cas. Et c'est ce que nous faisons. La trêve mise en place le 12 septembre après un accord entre Moscou et Washington aurait dû permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais sa rupture rend l'opération presque impossible. Les combats ont repris dans tout le pays, notamment dans les provinces centrales de Homs et Hama et dans l'est de Damas. Nous avons annoncé que nous étions prêts à respecter tout arrêt des opérations, ou au cessez-le-feu si vous préférez l'appeler ainsi. Mais cela n'incombe pas ni à la Syrie, ni à la Russie. Cela incombe aux États-Unis et aux groupes terroristes qui ont été affiliés au groupe État islamique, au Front al-Nosra et à Al-Qaïda, mais aussi aux États-Unis, à la Turquie et à l'Arabie saoudite. Ils ont annoncé publiquement qu'ils n'étaient pas prêts à s'y engager. Ce n'est pas la première fois qu'une trêve échoue. Le dernier essai, c'était en février dernier, et ça n'a pas fonctionné. Et je pense que c'est à cause des États-Unis qui ne sont pas sincères en ce qui concerne une cessation des violences en Syrie. Pour rapprocher de la deuxième ville du pays avec la prise de Shirkat, située à 80 km au sud, près des routes de ravitaillement. Des combats qui s'annoncent difficiles car Mossoul compte toujours entre 1 et 2 millions d'habitants. Et sur le terrain, les combattants kurdes, l'armée irakienne et les milices chiites financées par l'Iran n'ont pas de structure de commandement unifié contre le groupe État islamique. Ce bateau de pêcheurs revient sur la côte égyptienne sans survivants à bord. Ces familles attendent leurs proches, des migrants dont l'embarcation a chaviré. 42 personnes au moins ont péri, 450 sont tassées à bord. Ceux-là sont sans nouvelles de leurs proches. Une attente insupportable. Le bateau surchargé a pris l'eau à 12 km des côtes. L'Égypte devient un nouveau point de départ vers l'Europe. À l'hôpital de la ville de Rosette, des survivants. Ils sont syriens, somaliens, érythréens, égyptiens, soudanais, tous menottés, malgré leur souffrance. Je ne sais pas où sont ma femme et mon fils. Il n'y a que moi qui ai survécu. Les secours de la police égyptienne ne sont pas intervenus du tout. Et quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Ceux-là espèrent encore. Depuis le début de l'année, 3200 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.